Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Nancy Krings. Le 11 mars 2015, Bruno Lieber meurt brutalement dans les bras de son épouse Nancy. Tout laisse à penser qu'il s'agit d'une crise cardiaque. Mais Anne-Marie, la sœur du mari décédé, a un doute. Pourquoi son frère est-il mort aussi brutalement ? Et quel est ce mal étrange qui le rongeait depuis des semaines ? Mais surtout, que dire du comportement de sa veuve qui, dès l'enterrement, semble bien décidée à profiter de sa nouvelle vie ? La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques criminelles. Dans la nuit du 11 au 12 mars 2015, en plein cœur des Ardennes belges. Les secours pénètrent dans une maison de ce village endormi. À l'intérieur, un homme convulse et semble faire une crise cardiaque. À ses côtés, une femme est en panique. L'urgentiste fait tout ce qu'il peut pour le sauver, en vain. Il ne comprend pas ce qu'il s'est passé car la position du corps l'intrigue et laisse planer le doute sur les circonstances du décès. S'agit-il vraiment d'une mort naturelle ? C'est le début d'une affaire hors norme qui va bouleverser toute la région pendant de longs mois. Tout commence en 2015 à Trois-Ponts, au sud de la province de Liège, en Belgique. Une commune de 2500 habitants, située en plein cœur des Ardennes belges. C'est un village assez rural. Donc les gens aiment beaucoup la quiétude là-bas. Renaud Molders-Pierre, avocat de la partie civile. Les gens se connaissent tous entre eux. Ce n'est pas du tout l'agitation d'une grande ville. Christine Wilvert, ancienne procureure du roi de Verviers. Loin s'en faut. C'est ici, dans cette maison typique de Wallonie, que Nancy Krings, 42 ans, et Bruno Lieber, 54 ans, mènent une vie paisible. Ils sont tous les deux de la région et se sont connus il y a 12 ans maintenant. Nancy Krings et Bruno Lieber se sont rencontrés par l'entremise d'amis communs. Et très vite, c'est le coup de foudre. Nancy Krings et Bruno Lieber forment un couple, tout ce qu'il y a de plus normal. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Lui est pompier volontaire dans une caserne qui est pas très loin de Trois-Ponts. Et elle s'occupe des enfants et c'est une famille absolument sans histoire. Lorsqu'ils se rencontrent, Bruno a déjà 2 enfants de ses mariages précédents. Nancy, elle, vient de divorcer. Ils se marient et très vite, la famille s'agrandit. Nancy Krings, elle a déjà 2 enfants d'un premier mariage. Mathieu Simoni, ancien avocat de la défense. Elle va faire 3 enfants avec Bruno Lieber. Ils vivent avec leurs enfants en parfaite harmonie. Victoria Marche, journaliste à la Meuse-Verviers. Une jolie vie tranquille. Une vie harmonieuse et pleine d'avenir pour cette famille recomposée. Mais au printemps 2015, un événement vient tout bouleverser. Le 11 mars 2015, comme tous les soirs, la famille termine de dîner. Depuis quelques mois, Bruno souffre de rhumatisme très douloureux. Il a du mal à monter les escaliers. Alors c'est Nancy qui désormais couche les enfants à l'étage. L'épouse conduit les 3 enfants au lit, redescend. Monsieur occupe le canapé 3 places, madame un fauteuil 2 places, donc tout le monde est paisiblement installé. Ils passent la soirée ensemble, tranquillement. Les nuits ne sont plus ordinaires depuis quelques mois, puisque Bruno Lieber est particulièrement
malade. Il a du mal à se mouvoir et il ne peut pas vraiment monter jusqu'au premier étage où se trouve la chambre du couple. Et donc, il a l'habitude de dormir dans le salon, dans ce grand canapé. Pour ne pas le laisser seul, Nancy reste auprès de lui. Et chaque soir, ils s'endorment main dans la main. Mais cette nuit-là, un drame terrible se produit. Soudain, leur réveil se transforme en véritable cauchemar. Aux alentours de 23h30, Yves Winans, avocat de la défense. Nancy il est réveillée par Bruno. Il est en train de souffrir épouvantablement. Il a des convulsions, il vomit. Il explique de manière assez paniquée qu'il va mourir. Nancy se met à genoux près de lui et tente de le rassurer. Elle le sait, Bruno fait souvent des crises d'angoisse. Mais cette fois-ci, elle sent que c'est beaucoup plus grave. Prise de panique, elle essaie de le réconforter, de le maintenir éveillé. Nancy Krings est dans toutes ses étapes, donc elle appelle premièrement les secours. Les ambulanciers arrivent sur place, ils essayent de le réanimer. La femme de Bruno est terrassée par la peur. Elle ne sait pas quoi faire. Alors, elle décide d'alerter aussi la famille. Il s'avère que le fils de Bruno, issu d'une précédente union, habite la maison mitoyenne. Et donc, prise de panique, elle appelle le jeune homme, en fait, qui se précipite dans la maison. Malgré le soutien de ses proches, Nancy est tétanisée. Les secours s'affairent sur Bruno, mais le massage cardiaque ne suffit pas. L'homme de 54 ans rend son dernier souffle. Nancy et les proches de Bruno sont sous le choc. Tout s'est déroulé si vite. Et les urgentistes aussi sont pris de court. Ils s'étonnent de cette mort si foudroyante. Alors ils veulent comprendre ce qui a bien pu se passer. Sur place, le médecin des urgences examine une nouvelle fois Bruno, car il se demande encore pourquoi il n'a pas pu le réanimer. Il constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que le corps présente, alors que la mort est tout à fait récente, une rigidité cadavérique qui est déjà fort prononcée. Et donc, cet état de crispation est assez peu compatible avec les symptômes habituels d'une crise cardiaque. Nancy va parler avec lui et lui expliquer qu'il prenait une série de médicaments. Elle explique qu'il souffre de polyarthrite, qu'il a des crises régulières, que pendant ces crises, il a des convulsions, qu'il se raidit. Malgré les informations données par Nancy, l'urgentiste s'interroge. Il n'a jamais vu une crise pareille. Dans le doute, il ne veut pas délivrer de certificat de décès sans un nouvel examen. Alors, il appelle un collègue médecin légiste. Une fois sur place, ce dernier examine rapidement Bruno et son verdict tombe. Compte tenu des explications fournies par Nancy Krings en ce qui concerne les convulsions, l'état de maladie antérieure de son mari, les médicaments qu'il prend, il va lui sembler que la mort pourrait être considérée comme naturelle. Le premier médecin n'en démord pas. La mort est suspecte. Mais l'expert médico-légal n'est pas de cet avis. Contrairement à ce qu'avait pensé ou conclu le médecin de garde, il va dire que les déclarations de Mme Krings sont valides. Et donc, après réflexion, le médecin n'y voit pas d'objection et il signe un acte de décès. Et il autorise également l'inhumation du corps de Bruno. Nancy doit maintenant annoncer la terrible nouvelle à sa belle famille et à ses enfants. Pourtant, l'affaire ne fait que commencer, car cette mort d'apparence ordinaire
bouleversera bientôt la Belgique tout entière. À ce moment-là, une personne est persuadée que cette mort n'est pas naturelle. Et elle est prête à tout pour le démontrer. Elle s'appelle Anne-Marie. Elle a 66 ans. Et surtout, c'est la sœur de Bruno qu'elle aimait par-dessus tout. C'est tout qui s'écroule d'un seul coup. Elle est totalement dévastée. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Par tout ça, donc c'est comme si elle perdait un peu de sa chair quelque part. J'avais 10 ans quand Bruno est venu au monde. Déjà à ce moment-là, j'ai versé mes premières larmes pour lui. Anne-Marie Lieber, sœur de Bruno. C'est presque à la limite mon premier enfant. Elle aimait profondément son frère. Renaud Molders-Pierre, avocat de la partie civile. Elle l'aimait en réalité comme un fils, puisque c'est elle qui l'a élevé. La nuit qui suit le drame, elle fait un cauchemar qui ne la quittera plus. Et j'ai vraiment entendu mon frère qui disait « on m'a fait mourir ». Et ça m'a assez perturbée parce qu'à plusieurs reprises, je l'ai entendu. Anne-Marie n'a aucune preuve, juste une intuition qui ne repose sur rien. Alors cette paisible retraitée va se transformer en redoutable investigatrice. Elle promet à son frère de découvrir qui l'a tué et surtout pourquoi. À partir de là, Anne-Marie se lance dans une enquête seule contre tous car personne ne voudra la croire. J'avais le caractère assez dur, assez fort. Je donnerais ma chemise, mais ne touchez pas ma famille. La disparition de son frère est donc un tremblement de terre pour Anne-Marie. Et, comme pour les urgentistes, il y a quelque chose qui la chiffonne dans la mort de Bruno. Interrogation légitime ou pur fantasme, une chose est sûre, ses doutes semblent se confirmer à l'enterrement de son frère. Ce samedi 14 mars 2015, la ville tout entière se déplace pour rendre un dernier hommage aux pompiers de 54 ans. Nancy reste très digne malgré la tragédie qui les accable, ses 3 enfants et elle. Ils vont devoir grandir sans leur père. Pour elle, c'est quand même une épreuve terrible de perdre à la fois son mari, qui était son deuxième compagnon, et de perdre également le père de ses 3 enfants. On peut imaginer que tout son petit monde s'effondre à ce moment-là. Nancy tente de faire bonne figure et ne verse pas de larmes. Cependant, tout le monde la remarque, car étrangement, elle s'est vêtue de rouge. Anne-Marie est la première surprise. Elle découvre que Nancy a changé un petit peu de look, c'est un nouveau look pour une nouvelle vie. Pour Anne-Marie, sa belle-sœur semble vouloir tourner un peu vite la page. Et pour preuve, elle commence déjà à vendre les biens de son mari le jour même des obsèques. Elle va entendre Madame Krings vendre le véhicule, ou quasiment vendre le véhicule, en allant à l'enterrement par téléphone. Elle explique qu'elle était préparée à ce moment terrible, à cette disparition. Anne-Marie, elle, est effondrée. Et l'attitude excentrique et exubérante de Nancy durant les obsèques la laisse perplexe. Devant la tombe de son frère, elle fait une promesse, découvrir coûte que coûte ce qui a bien pu causer la mort de Bruno. Ici, je savais, j'étais sûre, au fond de moi-même, qu'il y avait quelque chose et qu'il fallait absolument qu'on arrive à savoir quoi. Mais elle est loin d'imaginer le scénario machiavélique dont il a été victime. Dès le lendemain, Anne-Marie commence à mener sa propre enquête. Et une première chose lui paraît très étrange, la dégradation de la santé de son frère. Même si Nancy avait avancé une raison médicale tout à fait plausible. Nancy avait annoncé de manière assez solennelle à tout le monde, à la famille, qu'il était atteint d'un cancer sans doute incurable. Et après, il y a eu ces problèmes cardiaques. L'état de santé de Bruno Lieber s'est fortement dégradé. La maladie avait eu tendance à isoler Bruno.
Faible et fatigué, il voyait de moins en moins de monde, et en particulier sa sœur, Anne-Marie. Mais ce n'est pas tout. Anne-Marie se rappelle aussi que la maladie avait peu à peu séparé le couple. Bruno, dans son couple, avec nous aussi, oui, comme dans tous les ménages, il y a eu des hauts, des bas, et il y a eu certainement des prises de bec. Bruno et Nancy Victoria Marche, journaliste à la Meuse-Verviers. n'ont pas toujours filé le parfait amour. Bruno était devenu très dépressif et Nancy ne supportait plus cette situation. D'autant que son mari refusait de se soigner. Il ne voulait pas savoir, lui, aller à l'hôpital, des médecins, il ne voulait rien savoir. Une frousse bleue de piqûres, mon frère. Et en fait, il ne voulait pas se soigner, donc il se laissait quelque peu dépérir. Leur relation se dégrade. Nancy raconte à son entourage que Bruno est violent, qu'il se met même à la frapper. Alors en 2012, 3 ans avant la mort du pompier, Nancy quitte le foyer avec les enfants. Bruno se retrouve seul. Mais c'est-à-dire que quand Nancy est partie, il était tout à fait triste, il était tout décomposé. Je n'aurais jamais laissé mon frère comme ça, livré à lui-même, tout seul. Pourtant, au bout d'un mois, Nancy revient comme si de rien n'était. De son côté, Anne-Marie devient de plus en plus suspicieuse. Alors, elle repense sans arrêt à tous ces détails qui auraient dû lui mettre la puce à l'oreille. Une veuve joyeuse, vêtue de rouge, qui vend les biens de son mari. Bruno, dont la santé se dégrade brutalement avant de mourir. Nancy, qui abandonne son époux durant les moments difficiles. Des impressions, des doutes, mais qu'Anne-Marie garde pour elle dans un premier temps. L'histoire pourrait s'arrêter là. Mais elle ne peut s'y résoudre, surtout lorsqu'elle découvre cette machination bien huilée à laquelle personne ne voudra croire, sauf elle. Nous sommes une semaine après l'enterrement de Bruno. Anne-Marie poursuit ses investigations lorsqu'elle apprend une information qui la met hors d'elle. Nancy serait déjà passée du statut de veuve éplorée à celui de maîtresse d'un homme marié. Très vite après le décès de M. Libert, elle va rencontrer un homme. Mathieu Simoni, ancien avocat de la défense. Et ils vont entretenir une relation sentimentale alors que l'homme est marié, qu'il a déjà une compagne. S'amouracher de quelqu'un. Christine Wilvert, ancienne procureure du roi de Verviers. Ça fait quand même un peu désordre. Elle dira partout qu'elle est tombée amoureuse de ce monsieur aux funérailles de son mari. Le jour même des obsèques, Anne-Marie n'en croit pas ses oreilles, d'autant que cet amoureux n'est autre qu'un ami de Bruno, une vieille connaissance. Elle le connaissait avant le décès de Bruno. Yves Winant, avocat de la défense. Ce n'est pas un inconnu, ce n'est pas quelqu'un qu'elle a rencontré après. À peine même pas quelques jours. Anne-Marie Lieber, sœur de Bruno. Après l'enterrement de mon frère, elle était déjà au lit avec un autre mec, quoi. Elle refait sa vie tellement vite que tout le monde se dit que c'est pas possible. Elle devait être avec cet homme avant le décès de Bruno. Nancy Krings n'est pas discrète. Elle a un caractère un peu explosif, extravagant. En fait, le problème, c'est qu'elle parle un peu trop. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Elle en fait tellement, Nancy, qu'au bout d'un moment, les gens ne peuvent plus la croire. Il y a vraiment une gêne ou quelque chose, un malaise qui se crée. Un terrible doute assaille Anne-Marie. Nancy aurait-elle osé tromper son mari alors qu'il était gravement malade ? Et n'aurait-elle pas pu vouloir se débarrasser de Bruno pour refaire sa vie avec son nouvel amant ? Là, j'étais quasiment sûre et certaine. La seule chose, c'est qu'il manquait la petite pièce du puzzle
qui pouvait nous permettre de faire éclater cette fameuse vérité. Mais comment le prouver ? Si elle se rend à la police, on va la prendre pour une illuminée, car elle n'a pas le moindre début de preuve. La sœur de Bruno est dans une impasse, jusqu'au moment où une rencontre fait tout basculer. Celle par qui le scandale arrive s'appelle Christelle. La trentaine, c'est une bonne vivante qui aime faire la fête. Elle fait la connaissance de Nancy juste après le décès de Bruno. Parmi ces nouveaux amis qui gravitent autour de la flamboyante Nancy Krings, il y a une certaine Christelle. C'est pas quelqu'un qu'elle connaît depuis longtemps, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas Libert, qui va obtenir des confidences. Toujours à la recherche d'éléments pouvant prouver ses intuitions, Anne-Marie décide de contacter cette Christelle. Si elle est devenue si copine avec Nancy, peut-être qu'elle en saura plus sur la veuve et son amant. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que cette rencontre va faire basculer son enquête, car la fameuse Christelle s'apprête à soulager sa conscience. Et voici ce que Christelle révèle à Anne-Marie. Nancy, la jeune veuve, trouve auprès de son amie une oreille attentive et chaleureuse. Et 2 mois après le décès de Bruno, elle se laisse aller à quelques confidences. Nancy aura des mots qui interpelleront ceux qui les entendent au sujet de Bruno. Christelle a expliqué qu'elle avait des problèmes avec son copain et tout ça. Et Nancy lui a dit, si tu veux t'en débarrasser, t'as qu'à me le dire. J'ai trouvé une bonne recette et c'est aider cela. Et c'est un peu comme ça que tout le monde va se demander si elle ne serait pas un peu pour quelque chose dans son décès. Un soir, après un dîner bien arrosé, Nancy fait une révélation fracassante. Nancy se vantait énormément. Elle se vantait de manière quasi ostentatoire d'avoir éliminé son mari. Ça faisait une gloire devant les gens. Anne-Marie n'en revient pas. Nancy aurait donc avoué avoir tué Bruno. Soupçonneuse, elle s'interroge toutefois avant de se réjouir. Nancy était-elle sérieuse ? Christelle a-t-elle bien compris ? La veuve n'aurait-elle pas dit ça pour se faire remarquer ? En même temps, Nancy fait du Nancy, elle en fait tellement. Ou elle surjoue, ou elle exagère, ou elle en fait des tonnes. On la prend quelque part aussi pour une mythomane. De son côté, Anne-Marie ne sait plus quoi penser. Et si Nancy avait vraiment joué un rôle dans la mort soudaine de Bruno Libert ? Serait-il possible que la veuve ait quelque chose à se reprocher ? Et j'étais de plus en plus sûre qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Donc Anne-Marie, chez qui la suspicion a commencé à naître, essaye de mettre quelque chose sur pied et va contacter la police. Anne-Marie demande qu'on ouvre une enquête sur la mort de son frère qui lui paraît suspecte. Mais au commissariat, personne ne croit Anne-Marie. Et pour cause, elle n'a aucune preuve de ce qu'elle avance. Uniquement le témoignage de Christelle sur des propos ambigus et arrosés de Nancy. Les policiers lui diront qu'on n'ouvre pas une enquête sur base de rumeurs et qu'il n'y a pas d'éléments assez solides que pour s'interroger vraiment et enquêter là-dessus. Dans ma tête, je me suis dit directement, toi mon gars, je vais te prouver que j'ai raison. C'était la première réaction que j'ai eue. Anne-Marie ne baisse pas les bras, car elle est maintenant persuadée de 2 choses. D'abord, que Nancy a trompé Bruno avant son décès. Et surtout, que cet adultère ne serait pas étranger à la mort de son frère. Alors elle persévère dans ses démarches et elle fait jouer ses relations. Il s'avère que dans ses connaissances, à Anne-Marie, il y a un commissaire de police qui appartient à la police judiciaire fédérale belge.
Il sait que ce n'est pas une hurluberlue, tout en lui disant, écoutez, malheureusement... Renaud Molders-Pierre, avocat de la partie civile. Sans éléments matériels, un tant soit peu concret, je ne peux évidemment rien faire et certainement pas débuter une enquête. Face à l'accueil mitigé de la police, l'entourage d'Anne-Marie est partagé. Certains pensent que sa rancœur contre Nancy l'aveugle, d'autres estiment que cette affaire n'a pas révélé tous ses secrets. Alors Anne-Marie fonce et elle monte une opération aux frontières de la légalité. Elle décide de tendre un piège à sa belle-sœur. À partir de là, à la fois Anne-Marie, les amis, décident de prendre cette histoire à bras-le-corps. Mais comment recueillir de telles confidences? Et surtout, comment l'amener à se trahir? Ils vont mettre en place un piège, en fait, pour que Nancy Krings se dévoile. En essayant d'obtenir un enregistrement audio de ses aveux. Dans un premier temps, elle missionne Christelle. La jeune femme devra se rendre chez Nancy et discuter avec elle comme deux amis le feraient. L'objectif, lui faire répéter ses confidences morbides et les enregistrer discrètement sur son téléphone. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. La peur au ventre, Christelle prend son courage à deux mains et se présente chez Nancy. La veuve est loin d'imaginer ce qui se trame contre elle. Et donc là, Nancy est loin de se douter qu'elle est enregistrée. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Donc les deux copines se rencontrent. L'ami en question va avoir de grosses difficultés à faire à nouveau avouer Nancy Krings. Car Christelle s'y prend mal. Elle n'arrive pas à faire dévier la conversation sur la mort de Bruno. Ce premier rendez-vous est un échec. Mais la complice d'Anne-Marie n'a pas dit son dernier mot. Dès le lendemain, elle retourne chez Nancy. Et cette fois, la veuve accepte d'aborder le sujet, tandis que le téléphone enregistre tout. Et voici ce qu'Anne-Marie peut entendre. Tout d'abord, c'est Christelle qui parle. Elle prend des pincettes pour évoquer le décès de Bruno. Ça, je me le demandais, mais je ne vous ai pas tout le demander, tu vois. Je rigole, mais c'est nerveux. Et voici le moment clé. La veuve explique à Christelle qu'elle serait allée consulter une voyante. Au cours de la séance, elle lui aurait dit avoir joué un rôle dans la mort de son mari. Et d'après Nancy, voici ce que la voyante lui aurait répondu. Je ne t'en veux pas, tu ne dois pas t'en vouloir, et comment est-ce qu'elle m'a dit? Tu ne t'en veux pas et tu ne dois pas t'en vouloir. Ce que tu as fait, parce qu'elle ne te dit pas, je ne le cache pas, ce que tu as fait, tu n'as fait qu'arranger ses souffrances. Nancy Krings, veuve de Bruno. Donc elle dit, de toute façon, tu n'as fait jamais qu'abréger quelque chose qui allait arriver. Nancy n'en dira pas plus à Christelle. La veuve n'avoue pas clairement le meurtre de son mari, mais elle affirme quand même avoir abrégé ses souffrances. Pour Anne-Marie, c'est la preuve qui lui manquait. J'ai été soulagée, quelque part. Anne-Marie Lieber, sœur de Bruno. Que, enfin, mon frère n'était pas mort de mort naturelle, comme on a voulu le dire, et que c'était bel et bien elle qui l'avait tué. On entend Nancy dire clairement qu'elle a aidé son mari à partir, à mourir. La question de cette confession, elle est essentielle. C'est le virage de l'affaire. Anne-Marie est maintenant sûre de détenir un élément décisif contre Nancy. Elle se précipite chez les policiers avec l'enregistrement. Et cette fois-ci, l'affaire prend une dimension criminelle. À la PJ, c'est la stupeur. Un possible meurtre dans le village tranquille des Trois Ponts, c'est du jamais vu. Alors, avant d'accuser Nancy, ils veulent étayer les soupçons d'Anne-Marie.
Ce n'est pas une preuve déterminante. Christine Wilvert, ancienne procureure du roi de Verviers. C'est un élément de preuve parmi d'autres. C'est pas suffisant, d'abord parce que c'est un enregistrement qui s'est fait à son insu. Yves Winants, avocat de la défense. Il faut absolument corroborer par des éléments complémentaires. Pour commencer, il s'intéresse aux circonstances de la mort de Bruno. Et là, surprise, il découvre le certificat de mort naturelle délivré par un médecin légiste. Officiellement, Bruno n'a pas été assassiné. Seulement voilà, le commissaire qui se charge de l'enquête est l'une des connaissances d'Anne-Marie, et elle arrive à lui faire partager ses doutes. Il épluche le dossier. Tout semble carré, à une exception près. Le médecin légiste a mentionné un prélèvement sanguin effectué après le décès de Bruno. Mais cet échantillon n'a jamais été analysé puisque sa mort a été considérée comme naturelle. Et immédiatement, à la crime, Mathieu Simoni, ancien avocat de la défense. on se pose la question de savoir qu'est devenue cette fiole de sang. Et on trouve... En fait, les prélèvements avaient été conservés, heureusement. Les enquêteurs récupèrent ce prélèvement sanguin, l'envoient au laboratoire. En attendant les résultats, et même s'il n'y a pas grand-chose dans le dossier, le commissaire décide de convoquer Nancy. Nancy Krings, quand elle arrive, elle vient les mains dans les poches. Nancy reste relativement impassible. Elle est tout à fait sereine. La veuve de 44 ans ne comprend pas la raison de sa présence au commissariat et se demande bien ce que veulent ces enquêteurs. Alors le policier décide de jouer carte sur table. Elle est suspectée d'avoir tué Bruno. Nancy nie en bloc. Au départ, elle dit « Je ne suis absolument pas responsable de la mort de mon mari ». Elle reste vraiment sur une position extrêmement défensive, très neutre. Et donc, à partir de là, les enquêteurs avancent un peu masqués. On ne va pas sortir toutes les cartes tout de suite. Comme l'attaque est la meilleure défense, Nancy affirme que dans le village, on ne lui a pas pardonné d'avoir refait sa vie aussi rapidement. L'un des habitants lui en veut sûrement et fait courir des rumeurs. Et elle maintient que son mari a bien fait une crise cardiaque, confirmée par le médecin légiste. Les policiers sont perplexes. Alors ils décident d'abattre leur carte maîtresse. C'est-à-dire qu'ils viennent avec d'abord cet enregistrement. Renaud Molders-Pierre, avocat de la partie civile. Qu'on lui oppose. Mais qu'elle dit, de toute façon, tu n'as fait jamais qu'abréger quelque chose qui allait arriver. Tu ne t'en veux pas et tu ne dois pas t'en vouloir. Ce que tu as fait, tu n'as fait qu'abréger ces souffrances. Nancy est abasourdie. Et pourtant, elle ne flanche pas. Certes, elle reconnaît sa voix, mais elle affirme que cette phrase est sortie de son contexte. Elle ne faisait, dit-elle, que répéter les phrases d'une voyante, des phrases qui ne correspondent à aucune réalité. Elle dit que non, elle n'a rien à voir là-dedans, qu'elle a accompagné son mari. Victoria Marche, journaliste à la Meuse-Verviers. Qu'elle a toujours été là et qu'elle ne l'a absolument pas tué. Elle essaie de décrédibiliser l'ami qu'il a enregistré à son insu. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. De dire qu'elle est folle, que tout ça était des paroles en l'air. Nancy crie au harcèlement et à la dénonciation calomnieuse. Elle est furieuse contre Christelle qui a voulu la piéger et lui faire avouer des actes qu'elle n'aurait jamais commis. Dans l'enregistrement en question, manifestement, la personne qui enregistre lui fait suggérer des choses. Les enquêteurs sont dans l'impasse, car ils sont bien obligés de reconnaître que l'enregistrement est ambigu. Et surtout, Nancy n'en démord pas. Elle n'a rien à voir avec la mort de Bruno. La garde à vue se poursuit, mais la PJ est à court de munitions. C'est alors qu'un rebondissement totalement inattendu va faire basculer le dossier.
le laboratoire du Centre hospitalier universitaire de Liège fait une découverte surprenante. La directrice du service toxicologique, Corinne Charlier, a été chargée d'analyser la fiole du sang de Bruno prélevé après sa mort. Et là, surprise. On découvre dans le sang de la victime, de Bruno Libert, des traces importantes de strychnine. La strychnine, c'est un poison assez puissant dont on se sert parfois, notamment pour euthanasier les animaux. Nous avons fait un dosage de cette strychnine. Corinne Charlier, expert judiciaire. Elle justifiait le décès. Pour l'experte, pas de doute. Bruno a été empoisonné à la strychnine, un produit difficile à trouver car interdit à la vente. En clair, on a voulu le tuer. Reste à savoir qui. Face à ce qui s'apparente maintenant à un homicide, les policiers exhument le corps de Bruno afin de l'autopsier. Et les résultats sont sans appel. Nous avons aussi analysé des cheveux qui ont été prélevés lors de l'exhumation. Il y avait de la strychnine dans tous les tronçons des cheveux analysés et qu'on pourrait imaginer qu'il y a eu administration de petites doses régulièrement de strychnine avant l'administration de la dose qui a entraîné le décès. A priori, Bruno était empoisonné depuis des mois à la strychnine. Et ça n'est pas tout. En fait, il n'aurait jamais eu de cancer. Il s'agirait plutôt d'une mise à mort pensée et programmée. Le cancer qui avait été évoqué pour expliquer la dégradation de l'état physique de M. Bruno Libert, en réalité, n'existe pas. Et a été purement et simplement inventé et exagéré par Nancy Krings pour expliquer déjà à l'avance ce qui allait se passer par la suite. Ah, ça, c'est une révélation. Personne n'y croyait. Si c'était une chose qui était bien admise par tout le monde, c'est qu'il en avait un, puisque Nancy le disait depuis des mois. Donc personne n'arrive à croire qu'un mensonge aussi gros ait pu passer pendant autant de temps. Les proches de Bruno considéraient que les derniers mois étaient véritablement pénibles pour lui, que c'était véritablement un homme qui souffrait. Christine Wilvert, ancienne procureure du roi de Verviers. Qu'il ne pouvait plus vivre comme il avait vécu auparavant, alors que c'était un homme, comme beaucoup d'Ardennais, un peu solide, difficile à abattre. Pour Anne-Marie, ces résultats sont insoutenables. Du fond de mon cœur, je lui souhaite, mais je souhaite qu'elle souffre autant qu'elle a fait souffrir mon frère. Anne-Marie Lieber, sœur de Bruno. Parce qu'il a eu une mort atroce. Là, j'ai la haine. Vraiment la haine. Voilà. Aussitôt, ces résultats sont transférés aux enquêteurs. Et ces derniers s'empressent de les présenter à Nancy pour voir sa réaction. Les policiers lui soumettent les analyses faites par le médecin légiste. Et puis, elle va en réalité rapidement se décomposer. Nancy paraît beaucoup moins sûre d'elle. Mais elle continue de nier. Elle ne comprend pas qui pourrait en vouloir à son mari au point de l'empoisonner. Et les policiers manquent de preuves. Ils ont bien l'enregistrement, mais l'élément est fragile. Ils savent que Bruno a été empoisonné à la strychnine, mais Nancy clame toujours son innocence. Reste Anne-Marie, forte de son intuition et de son enquête personnelle. Mais face à un jury d'assises, cela ne suffira pas. Alors pour tenter de faire avancer l'enquête, il décide de perquisitionner la maison de Nancy. C'est là qu'un nouveau suspect surgit dans le dossier. Quand ils arrivent sur place, les policiers tombent sur Fabienne, la voisine, qui leur ouvre la porte. Les enquêteurs sont un petit peu surpris de la trouver là, et elle se montre elle aussi surprise d'avoir débarqué la police au domicile. Cette voisine, c'est Fabienne Wegemans, 53 ans. Ici,
tout le monde l'appelle Tati. Dans un premier temps, les enquêteurs n'y prêtent pas attention. Et pourtant... Fabienne, c'est la voisine qui s'est rapidement liée d'amitié avec Nancy. Yves Winantz, avocat de la défense. Qui rapidement est devenue même un peu plus qu'une amie, parce que finalement c'était un peu la nounou et un peu la bonne à tout faire. Elle vit dans une maison qui appartient également à Bruno Libert, juste à côté de la maison familiale. C'est quelqu'un qui petit à petit est devenu vraiment une personne indispensable à la vie de la famille, toujours là, toujours présente, mais de manière très effacée et très discrète. D'ailleurs, les policiers ne s'intéressent pas à elle. Ce qu'ils recherchent, c'est le fameux poison, la strychnine. Très vite, ils se focalisent sur la cuisine et sur les bouteilles qui s'y trouvent. Et plus ils les inspectent, plus ils remarquent que la voisine blêmit. Mais tout de suite, elle a une attitude un peu... Renaud Molderspierre, avocat de la partie civile. surprenante parce qu'elle est mal à l'aise, elle est manifestement pas calme. Son comportement nerveux alerte les policiers. Aurait-elle quelque chose à se reprocher ? La sentant plus fragile que Nancy, ils vont droit au but et lui disent qu'ils recherchent de la strychnine, un poison mortel. Ils vont carrément poser la question à Fabienne en lui disant « Est-ce que vous reconnaissez une des bouteilles en question ? Est-ce que, à votre avis, c'est l'une d'elles qui a contenu le poison ?» Et là, coup de théâtre. La voisine fait une révélation fracassante. Elle va finir par désigner une bouteille de cola qui aurait contenu, dit-elle, la strychnine. Incroyable. Les policiers réalisent que l'ami de Nancy en sait beaucoup plus qu'il n'y paraît. Immédiatement, ils décident de la placer en garde à vue. Et donc, elle va passer à table, comme on dit, assez rapidement. Et elle avait expliqué, benoîtement, Mathieu Simoni, ancien avocat de la défense, aux enquêteurs, qu'elle a elle-même été achetée cette strychnine auprès d'un brocanteur. Les enquêteurs sentent qu'ils sont près du but. Cette voisine, sur laquelle ils sont tombés par hasard, devient à son tour suspecte dans l'affaire du meurtre de Bruno. Mais Fabienne jure qu'elle n'y est pour rien. D'ailleurs, elle raconte que c'est sur ordre de Nancy qu'elle serait allée acheter ce poison. Et voici, selon elle, ce qu'il s'est passé le jour même de la mort de Bruno. Fabienne, Bruno et Nancy se rendent en voiture à Vielsalm. Fabienne se rend, comme si de rien n'était, chez le brocanteur, prend livraison d'une petite boîte d'allumettes dans laquelle se trouve le poison, elle la met dans sa poche. Pendant ce temps-là, Nancy et Bruno patientent dans la voiture. Elle rejoint les deux autres et c'est une fois rentrée que Fabienne donne la boîte contenant le poison à Nancy. Sans plus, elle la lui donne et, dit-elle, Nancy ne lui dit rien de plus. Et elle va quitter la maison et retourner chez elle. Les policiers découvrent le cynisme du scénario. Car sans le savoir, Bruno est présent lors de l'achat du poison qui va le tuer. Et donc Fabienne se montre assez coopérative. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Elle donne même le nom et l'adresse du brocanteur en question. Et donc, je crois qu'elle n'a pas du tout pris la mesure de ce qu'elle était en train de se rendre, si pas co-auteur, complice d'une affaire d'une gravité extrême. Alors, Fabienne serait-elle juste le bras armé de sa voisine Nancy ? Ou avait-elle une raison plus personnelle de tuer Bruno ? Pour le savoir, les enquêteurs se concentrent sur le mobile du crime. Et très vite, Fabienne se retrouve en mauvaise posture. Cela fait maintenant 5 mois que Bruno est mort. Et l'enquête prend une toute nouvelle tournure.
Nancy est de nouveau interrogée, mais une fois encore, elle a réponse à tout. Oui, elle voulait de la strychnine, mais c'était, affirme-t-elle, pour euthanasier leur chien qui était agressif. Les policiers veulent vérifier cette version. Ils entendent le brocanteur qui confirme en tout point ce que leur a dit Nancy. Et donc là, il va expliquer que oui, il avait gardé de la strychnine parce que Bruno lui en avait demandé il y a quelques années et finalement, il n'avait pas donné suite. Et donc, il avait conservé ce produit chez lui. Fabienne disait donc vrai. C'est bien Nancy qui voulait de la strychnine. Mais la veuve prétend de son côté que c'est Fabienne et personne d'autre qui a donné le poison à Bruno. Nancy affirme que Fabienne avait en réalité un mobile. Nancy lui avait raconté un jour que son mari la battait, elle voulait donc l'aider et mettre fin à son calvaire. Mais Fabienne, à son tour, clame son innocence. Elle affirme qu'elle n'était pas là le soir du drame. On ne sait toujours pas, de manière certaine, qui a factuellement empoisonné Libert. Qui a versé la strychnine dans le verre de Bruno? Nancy, la veuve joyeuse, ou Fabienne, la voisine un peu trop naïve? Ce sera au tribunal de trancher, car elles sont toutes les deux renvoyées devant les juges pour meurtre par empoisonnement. À Trois-Ponts, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre, et le choc est immense. Au cœur du village, c'est la stupeur et l'effroi qui priment. Et donc, il y a une sorte de frénésie autour de cet événement. Stupeur, parce qu'évidemment, on n'imagine pas que ça puisse se passer à côté de chez soi, dans un village aussi calme que Trois-Ponts. Victoria Marche, journaliste à la Meuse-Verviers. Et puis l'effroi, parce qu'on n'imagine pas qu'une femme ait pu empoisonner son mari aussi longtemps et mettre fin de cette manière à ses jours. Le 15 décembre 2016, le tribunal de Verviers fait salle comble. L'audience commence. Les magistrats espèrent faire éclater la vérité et déterminer qui a empoisonné Bruno. Nancy Kriegs fait une entrée très remarquée. On voit très vite à l'audience, dans ce procès sous tension, la fameuse empoisonneuse de Trois-Ponts, celle que tout le monde veut voir. On veut voir le monstre. Lors du procès, Nancy a une attitude qui correspond à son comportement habituel, à savoir exubérante. Quant à Fabienne, elle paraît beaucoup plus effacée. Fabienne arrive au procès en ayant peur. Yves Winants, avocat de la défense. Peur d'être face à 3 juges, un procureur, devoir s'expliquer, sa famille est derrière elle, donc elle est très craintive, elle est pas bien. On avait une personne qui avait l'air diminuée, Fabienne, diminuée dans son comportement, diminuée dans son vocabulaire. Les auditions peuvent commencer. Les deux femmes campent sur leur position et se renvoient la balle. Mais une chose est sûre, l'une des deux accusées ment. Nancy prend la parole pour décrire les violences qu'elle subissait de la part de Bruno. Des violences telles qu'elles auraient ému Fabienne au point qu'elle décide d'empoisonner le mari de son amie. Elle parle d'un mobile, effectivement. Christine Wilvert, ancienne procureure du roi de Verviers. Nancy Kriegs va évoquer les violences dont elle était victime et l'enfer conjugal qui était le sien. Elle relate, presque année après année, Mathieu Simoni, ancien avocat de la défense. tous les coups qu'elle a reçus, la personnalité brutale de l'intéressé. Mais Fabienne prend la parole à son tour et réfute avec force cette histoire de violence conjugale. Fabienne conteste complètement avoir vu Bruno frapper son épouse. Elle n'a pas assisté à des scènes d'une violence absolument terrible comme le décrit Nancy. D'ailleurs, on n'a jamais vu Nancy avec des coups bleus. Anne-Marie Lieber, sœur de Bruno. Que ce soit des amis, des voisins ou n'importe qui,
Même pas un médecin, il n'y a jamais rien eu. La défense de Nancy est ébranlée. L'enquête démontre en effet qu'elle n'a jamais porté plainte et qu'il n'y a aucune constatation médicale des coups qu'elle aurait reçus. Le procès bascule encore un peu plus en sa défaveur lorsque les experts psychiatres dressent son portrait. Et c'est ce qui est spectaculaire dans ce dossier, c'est que l'on examine ensuite le rapport d'expertise de Nancy. Et là, on nous décrit quelqu'un qui est une personnalité forte, quelqu'un d'extrêmement calculateur, manipulateur et qui peut prendre l'ascendant sur une personne plus faible. Et puis à côté, vous avez Fabienne Wagmans qui est une sorte d'oiseau pour le chat, toute fluette. Renaud Molderspierre, avocat de la partie civile. Tout de suite, on se rend compte que, évidemment, vous avez quelqu'un qui est dans la position de la soumise et quelqu'un qui est dans la position du dominant. Le coup de grâce est donné par l'accusation lorsqu'elle dévoile, selon elle, le mobile du crime, l'argent. Pour preuve, le jour même des obsèques, Nancy négociait la vente de la voiture de Bruno et de tous ses autres biens de valeur. Pourquoi elle a choisi d'en finir avec son mari plutôt que de le quitter, mais le mobile financier semble assez clair. Je pense qu'elle a voulu avant tout avoir de l'argent. Christine Wilvert, ancienne procureure du roi de Verviers. En tirer un bénéfice. Nancy n'a jamais travaillé de sa vie et elle a toujours vécu au crochet de son mari. Ce qu'on peut imaginer, vu son comportement après la disparition de Bruno, Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. C'est qu'elle voulait se débarrasser de lui pour faire main basse un peu sur ses biens, sur la maison, et vivre un peu à sa guise cette vie de femme libérée. Acculée, Nancy craque. Alors que jusqu'à présent elle avait toujours nié, soudain elle reconnaît avoir empoisonné Bruno. Elle raconte qu'elle est passée à l'acte après une violente dispute avec lui. Le tribunal est sidéré. La vérité a enfin éclaté. Nancy est condamnée à 20 ans de prison pour la mort par empoisonnement de son conjoint. Fabienne, quant à elle, est reconnue complice. Elle écope de 6 ans de prison. Pour Anne-Marie et les proches de Bruno, c'est l'épilogue d'une tragédie qui les a marqués à jamais. Le plus triste au final dans cette histoire, c'est que les enfants de Nancy et de Bruno ont perdu leur père d'une manière complètement atroce et ils ont aussi perdu leur mère. Elle a mystifié absolument tout le monde, cette femme. Et donc, des cas de manipulatrice d'un tel niveau, il n'y en a pas beaucoup dans les annales judiciaires. Heureusement que j'ai eu le caractère de tenir bon, de fouiner et de chercher sur la vérité. Parce que si ça n'avait pas été le cas, à l'heure actuelle, elle serait toujours en liberté, en train de faire la grande vie, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, Anne-Marie tente de se reconstruire. Et ce, malgré cette tragédie qui a brisé sa famille tout entière. Il n'y a pas un jour où je n'y pense pas. Je ne saurais pas tourner la page, c'est pas possible. Enfin, moi, en tout cas, je n'y arrive pas. J'aurai toujours cette rage au fond de moi. Il y a quelque chose qui me moque, il n'y a rien à faire. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.